Donc je crois que ça y est, au niveau technique, on va pouvoir interagir avec Christophe. Bonjour Christophe, est-ce que tu nous entends? Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, on C'est le cas. t'entend. Alors on a eu le temps de te présenter directeur de ICAP, directeur aussi du consortium Claroline Connect. Et puis on t'offre une demi-heure pour nous parler intervenir sur le sujet de la journée, apprendre en réseau pour avancer. Eh ben, apprenons en réseau, la preuve, je suis en réseau, hein, j'ai pas pu me déplacer, je suis désolé, hein, j'aurais bien été avec vous, hein, j'adore aller à Dijon, rencontrer tout le monde. Mais là, je suis un peu coincé sur les InnoRobots à Lyon, donc je dois pouvoir partager mon écran. Voilà, ici, je vais vous faire un plein écran ici, je fais partager là, je clique ici et normalement, voilà, c'est parti. Si c'est pas bon, vous me tweetez, vous me facebookez, vous me faites un petit signe si vous recevez pas bien les choses. Ce support que j'utilise aujourd'hui est aussi accessible sur mon SlideShare normalement. Vous avez l'adresse en dessous. J'espère que vous voyez la même chose que moi à l'écran. Donc l'idée de cette petite présentation aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le réseau, comment se structurer pour pouvoir travailler, trouver du contenu, pouvoir enseigner à différents niveaux sur les réseaux, alors aussi bien les réseaux physiques que les réseaux sociaux, et donc vous donner des petites pistes pour démarrer un peu de ce qui se passe aujourd'hui autour de ça. Euh, avec quelques chiffres pour marquer un peu les esprits, aujourd'hui il y a 66 millions de Français, il y a 55 millions d'utilisateurs actifs en France. Sur les réseaux sociaux, il y a 30 millions d'utilisateurs. Donc, c'est des choses qui sont assez importantes, hein. La moitié des gens en France utilisent ça. Alors, ces chiffres-là, vous pouvez les retrouver sur chacune des slides, hein. Je vous ai mis les références. Allez voir cet article, ce slide share là. Il y a 80 et quelques slides, mais il y a des chiffres, c'est des statistiques, c'est intéressant, pays, par continent, etc., etc. Et ça donne un peu une idée des taux d'utilisation, de recouvrement sur les pays et par continent. Au-delà des usages, des connexions, il y a énormément de contenus, d'activités qui sont enregistrés sur Internet. Moi, j'aime bien prendre le terme de flux. On est dans un flux d'informations et se déverse sur Internet des quantités phénoménales de données. Par exemple, pour donner aussi une idée de l'évolution dans laquelle on est, en 2016, l'année prochaine, en 2 minutes, on produira plus de données que dans toute l'année 2003. En 2016, en 2 minutes, on produira plus de données que pendant toute l'année 2003. C'est du délire, hein. Aujourd'hui, alors mon tableau il n'est pas bien à jour, mais aujourd'hui il se dépose 100 heures de vidéos, pratiquement 5 jours de vidéos par minute sur YouTube. Il se dépose 5 jours de vidéos par minute sur YouTube. Et s'échange en 1 minute, hein, c'est un peu l'infographie ici, 200 millions de mails, plus de 200 millions de mails en 1 minute. Donc on est vraiment dans une augmentation de l'information, dans une complexification de l'information. C'est des choses qu'on n'a pas connues avant. C'est des choses qu'on n'a pas connues avant. Et malgré ça, on reste, nous, institutions, généralement, des institutions éducatives, un peu comme cette fabuleuse forteresse Qatar, le Kérébus, hein, perché sur notre rocher du savoir, en disant non, non, je ne bouge pas, je suis immuable. Donc c'est très joli tout ça, mais c'est un peu en ruine notre affaire. Et donc nos stratégies, nos façons de faire ne sont plus adaptées aux évolutions qu'on a. Je reprends ce schéma de François Guittet qui est assez intéressant aussi et assez caractéristique quand on regarde. En bas à gauche, je ne sais pas si vous voyez, c'est les volumes d'informations que les encyclopédies que nous avions à notre disposition quand on était jeunes, par notre jeunesse, au siècle dernier, c'est les volumes d'informations qu'on avait. Les encyclopédies Universalis, Encyclopédia, etc., etc. Et à droite, ici, c'est le volume d'informations qu'on trouve sur Wikipédia, classé par thème. Et donc, on voit qu'on a, sur la partie encyclopédie, par exemple, une différence de volume qui est assez gigantesque. Et encore, Wikipédia, c'est rien sur Internet. Mais ça vous donne une idée. Et en plus, l'autre chose qui change par rapport au savoir, à nos savoirs à nous, hein, nos référentiels à nous, de façon, quand je dis nous, c'est des gens qui ont plus de 30 ans. Nos référentiels à nous, c'est
comment j'accède à l'information. Avant, j'avais des petits volumes d'informations, que c'était dans une bibliothèque ou dans un bouquin. Et maintenant, c'est des gros volumes d'informations. En 2 clics, je peux accéder avec ma tablette, mon smartphone, ce que Michel Serres appelle les petites poussettes. J'accède rapidement à des savoirs, à des informations. Mais il faut bien faire la distinction entre données, information et savoir. Il y a une progression entre ces 3 notions-là. On baigne dans un flot de données à partir desquelles on peut tirer des informations. Et une information, ce n'est pas nécessairement un savoir, c'est quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut remanipuler, recontextualiser, réutiliser. Donc, il y a toute cette progression-là. Et Michel Serres, aujourd'hui, par rapport à cette augmentation de l'information, de tout ce qui est mis en ligne, à cette formule, ça ne sert à rien de transmettre parce que tout est transmis. On trouve tous les cours, moi je parlais de YouTube tout à l'heure, tous les cours des universités en ligne, pas tous les cours, pas d'université spéciale, mais si on cherche un petit peu, on trouve énormément d'informations sous forme de vidéos, sous forme de cours, sous forme de PowerPoint, etc. etc. Donc c'est quelque chose assez impressionnant, c'est quelque chose qui évolue. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de spirale. Je ne sais pas si vous avez fait un peu de sciences de l'information, de l'éducation, la spirale de Vygotsky avec la ZDP, la progression en spirale. C'est un peu ça, le volume d'information. C'est qu'on est dans une augmentation des savoirs, dans une complexification des savoirs et dans une évolution rapide. Lors d'une discussion que j'avais avec le doyen de médecine, on a 2 facultés de médecine dans mon université, avec un des doyens, je discutais en médecine, il me disait, tu te rends compte, si j'autorisais les mêmes enseignements qu'il y a 10 ans, moi, doyen, j'irais en prison. Parce que les protocoles ont évolué, il y a énormément de choses qui ont changé, etc. etc. Donc, on est dans cette évolution très, très rapide à tous les niveaux des sciences. Des petites données qui nous touchent tous les jours pour un peu asseoir un peu ce que je vous explique. Il y a quelques années, faire l'ADN, je ne sais plus comment ça s'appelle, quand on donne décrypter l'ADN, ça coûtait des milliards de dollars et ça prenait des années. Maintenant, ça coûte 1000 dollars et ça se fait en une journée et on annonce que ça va bientôt se faire pour 10 dollars à partir de vos applications smartphone. Et vous aurez votre génome complet. Et donc, on aura la possibilité de chacun d'avoir notre description de notre ADN qui donnera les potentielles maladies qu'on peut avoir, etc. etc. Donc, c'est des avancées énormes, c'est une base d'informations gigantesque l'humanité peut avoir à disposition. Et pour en revenir à YouTube, je crois que c'est Michel aussi qui a dit, on n'a jamais créé une base de données avec autant de savoir aussi facilement accessible. Donc, on est vraiment dans cette chose-là. Et c'est le problème qu'on a, nous, humains, c'est que ça devient compliqué de gérer tous ces savoirs. Avant, quelqu'un qui était érudit, il avait beaucoup de savoir, il savait tout dans sa tête. Et aujourd'hui, tout appréhender, c'est impossible. Moi, on me dit spécialiste du e-learning, je connais quasiment rien en e-learning. Rien que sur les outils en e-learning, il s'en sort 10 par jour, on n'a pas le temps de les tester, de les mettre en œuvre, etc. etc. Donc, on ne peut plus tout suivre. Ce n'est pas humain de pouvoir tout suivre ce qui se passe. Donc, il faut qu'on s'instrumente, il faut qu'on s'outille pour travailler avec ça. L'autre chose qui change beaucoup, j'aime bien cette image-là. Alors ça, c'est une école idéale. C'est au cas où on autorise les élèves à rentrer avec des smartphones et des tablettes en classe. C'est loin d'être le cas, mais c'est pour éviter ce cas de figure. J'aime beaucoup cette image. C'est la remise en place du savoir du prof par rapport au savoir. La remise en question. On dit, voilà, en quelques clics, je peux avoir une information. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir nos cerveaux, c'est Michel Serres aussi qui dit ça, nos cerveaux encombrés par de l'information, vu qu'on peut faire ce que lui il appelle une île, un peu comme vous avez fait dans vos voitures avant de partir en vacances, vous sortez la carte Michelin et puis on passait par telle ville, telle ville, telle ville. Mon père, moi, il avait une caisse pleine de cartes et puis on traçait la carte avant de partir. Maintenant, on met le GPS, je fais une dévolution physique et cognitive, tourner à droite, tourner à gauche, et puis on arrive. Et bien là, avec les savoirs, on peut faire la même chose, c'est-à-dire on peut accéder au bout de ma main, je peux avoir tous mes savoirs, mais par contre, c'est toujours Michel Serres qui a dit, par rapport à ça, cette évolution cognitive, on est condamné à devenir intelligent. C'est-à-dire que si j'ai plein d'informations, mais si je ne peux pas les
les assimiler, donc en faire des savoirs que je peux mettre en œuvre, bah, ça ne sert à rien. Donc on est condamné avec ces nouvelles technologies à devenir intelligent pour pouvoir les mettre en œuvre. Donc ça, c'est super important. Et donc le rôle du prof évolue par rapport à ça. Autre chiffre aussi pour vous matraquer d'entrée, hein. Là, je matraque d'entrée sur cette évolution. Je me prends ma petite communauté à moi, qui est la communauté de l'Université de Lyon, on a 2500 profs. Ce diagramme un peu pourri, là, c'est l'évolution des données que nos enseignants, de 2500 profs, donnent à nos 40 000 étudiants. Ils ont déposé jusqu'à 10 gigas de fichiers, de données par jour sur la plateforme, par semaine sur la plateforme. Hein. 2500 profs, ils déposent jusqu'à 10 gigas par semaine de données sur la plateforme. Alors, c'est quoi ces données Avant, c'est quoi ces données C'est sur la plateforme, on a aussi, nous, donc 40 000 étudiants à l'Université Lyon 1. Et là, on voit d'année en année, à gauche, c'est 2011, c'est tout plat, l'encéphalogramme, c'est le nombre de visites par jour sur la plateforme de cours de l'université. Alors, pourquoi c'est tout plat en 2011 C'est qu'on avait mis à disposition la plateforme que pour les profs, pour la tester avant qu'ils rentrent en production, donc en septembre 2012. Donc, vous voyez, on augmente par palier les usages par la plateforme. Et la dernière année, 2015, les pics les plus hauts, c'est 25 000 étudiants par jour. 40 000 étudiants inscrits, 25 000 étudiants par jour. Puis, dernier chiffre aussi amusant, depuis septembre, on a eu, depuis septembre, plus de 4 millions d'ordinateurs différents dans le monde qui sont connectés à la plateforme de l'Université de Lyon pour les cours. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette plateforme Pas seulement des contenus, hein, des fichiers. Alors, si je regarde les médias, il y a presque 1 400 000 fichiers qui ont été déposés par les enseignants. On trouve aussi des portfolios. Donc, j'ai à peu près 150 000 comptes sur la plateforme Lyon 1. Même si on n'a que 40 000 étudiants inscrits, on garde les anciens et puis on accepte des gens. On fait la formation continue, formation des IF6, des écoles infirmières. Bref, il y a 150 000 utilisateurs. Sur ces 150 000 utilisateurs, il y en a 77 000 qui ont des portfolios actifs. Il y a 1 400 000 fichiers qui ont été déposés par les profs. On a 20 000 questionnaires, on a des blogs, j'aime bien les blogs, moi. On a plus de 7 000 blogs, on a plus de 5 000 wikis. Donc, bref, on a 17 000 cours, c'est le chiffre en haut à gauche. Donc, on a énormément de choses qui sont mises à disposition par les enseignants pour nos étudiants. Et puis, quand on fait le détail sur les fichiers, donc c'est une base documentaire assez énorme. Là, je vous ai mis le détail des fichiers. J'ai 600 000, plus de 600 000, la moitié des fichiers, c'est des images. Après, j'ai 400 000 PDF, etc., etc. Je dois avoir 30 000 vidéos, 30 ou 40 000 vidéos. Donc, on est dans une information par les profs, alors dans un contexte d'enseignement, par les profs aux étudiants. Hein. Tout à l'heure, je parlais d'Internet, mais même sur notre petite communauté à nous, d'enseignants, c'est gigantesque, tout ce qui est mis en ligne, tout ce qui est mis à disposition, le bazar dans lequel nos pauvres étudiants doivent se débrouiller, doivent naviguer. C'est quelque chose d'assez énorme. Autre chiffre, pendant que je suis dans les dernières stats, et après on va passer à des considérations. Quand je reprends mon petit schéma qui est ici, là, avec mes petites courbes qui montent d'année en année par palier, vous voyez, on progresse entre 10 et 20% sur des indicateurs en connexion, nombre d'ordinateurs différents qui se connectent, etc., etc. Il y a un chiffre qui a beaucoup bougé cette année. L'année dernière, j'étais à 6% des étudiants qui se connectaient par smartphone ou tablette, donc sur l'année 2013-2014. Non, 2014-2015. Et là, depuis janvier 2014, attends, je suis perdu. Sur l'année 2013-2014, voilà, j'ai 6% des étudiants qui se connectaient avec des tablettes et des smartphones. Et là, depuis septembre 2014, on est passé à 18%. C'est la première fois qu'on fait un x3 sur un indicateur. C'est énorme. Hein. D'habitude, c'est 20-30% par an d'augmentation sur les indicateurs. Là, c'est la première fois qu'on fait un x3 sur un indicateur. Donc, on est vraiment sur une évolution assez rapide, public étudiant, où là, ils viennent presque à 20% un étudiant sur 5, une connexion sur 5 se fait via une tablette, via un smartphone. C'est un impact lourd aussi sur cette augmentation d'utilisation, ce changement d'utilisation. Un autre débat, hein,
Où les tuteurs de troisième année aident les étudiants de première année en médecine à se débrouiller, à donner, à répondre aux questions, donner des informations, le planning, des cours, des PDF, etc., etc. Sur ce module de tutorat, en 4 mois, de septembre à janvier, on a eu 2 millions de téléchargements qui ont été faits par les étudiants en 4 mois. Il y a 2500 étudiants, 2700 étudiants qui sont inscrits à ce cours-là. 2 millions de téléchargements en 4 mois. Pourquoi? Parce qu'avant, les étudiants, quand ils étaient inscrits à un cours, la première chose qu'ils faisaient, ils allaient sur la plateforme, ils récupéraient tous les documents, ils les imprimaient, les mettaient sur l'ordinateur et ils les imprimaient. Maintenant, ils font plus ça. Ils sont dans ce... C'est pour ça que je parle de cette notion de flux. Ils arrivent en cours, tiens, c'est quoi le chapitre 1? Pouf, je télécharge sur ma tablette le chapitre 1. Ah, ben c'est quoi le planning? Pouf, je reprends le PowerPoint. Et c'est quoi ceci? Et la tablette, elle ne garde pas. Ben, je vais picorer quand j'ai besoin, à la demande, l'information, le cours, le contenu, le chapitre, la vidéo. Je vais le chercher sur le serveur. Et la tablette, elle ne garde pas ça. Et donc, le matin, je peux télécharger 3 fois mon planning, 4 fois mon PowerPoint, etc. C'est pour ça qu'on a des taux de téléchargement qui explosent sur nos serveurs, parce qu'on a cette évolution-là qu'on voit sur nos étudiants. Il y a une chose aussi qui est super importante, qui change beaucoup la donne. J'adore mes 3 petits cercles. Je crois que je les ai déjà sortis une fois ou deux. Mais je pense que c'est assez fondamental. Et puis, on en revient à ma notion de réseau. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui change au niveau des interactions? Un être humain est capable cognitivement de gérer 130, 134 contacts. La courbe gaussienne est à peu près... C'est quoi gérer un contact? C'est nom, prénom, la dernière fois que je l'ai vu, dans quel contexte je connais, si c'est de la famille, si c'est professionnel, si c'est un étudiant, etc., etc. Au-delà de 134, on est obligé de s'instrumenter avec des petites fiches, avec des bases de données, des réseaux sociaux, etc., etc. Donc déjà, on a cette limite cognitive en nous. Ensuite, on a une limite aussi, on a différents modes de communication en fonction de à qui je m'adresse. Donc aujourd'hui, on est dans un groupe. Vous êtes dans une salle, il y a un chef, c'est quelqu'un qui vous a dit de venir, vous avez reçu un mail, donc on sait communiquer dans un groupe, on sait communiquer depuis la maternelle, donc on sait ce que c'est qu'un groupe, on sait comment ça marche. Mon deuxième cercle, c'est une communauté. Alors la communauté, ça peut être la communauté de la foi en Bourgogne, par exemple. C'est quelque chose d'un peu plus grand, qui n'est pas forcément synchrone, qui n'est pas forcément tout le temps dans une salle. C'est pour moi la communauté de tous les enseignants de l'université, sont 2500. Et là, c'est compliqué de réunir ça, c'est compliqué d'être synchrone, c'est compliqué etc. Donc, on passe sur d'autres types d'interactions, d'autres outils, d'autres moyens de communication. Le deuxième cercle, c'est le monde, c'est tout ce qui est sur Internet. Avant ce cercle-là, il était rédien, c'est-à-dire un individu quelconque, vous, moi, on dit quelconque, hein. On n'appartient pas à un grand média, à un journal, à une télé, et difficilement accès à un canal qui pouvait toucher plusieurs dizaines, centaines, milliers ou millions de personnes. Maintenant, avec les outils, le réseau, le Twitter, etc., on a ce potentiel. C'est pas une nécessité, c'est pas toujours une réalité, mais on a ce potentiel-là qui change beaucoup de choses. Et c'est ce potentiel-là qui change aussi dans la façon dont on a les interactions. Alors, tout ce que je vous dis là, si ça vous intéresse, je vous donne plein de liens, de références. Vous cliquez sur les liens et ça détaillera tout ça. Notamment la conférence d'Antonio Casilli là, qui est à droite, avec une vidéo que j'ai dû filmer. Alors, qu'est-ce que ça change aussi dans la façon de communiquer dans ces différentes structures? Je vous ai pris les deux extrêmes, le groupe et le réseau. Alors, sur ça d'une conférence. Alors, moi, j'ai mon gourou, que vous devez peut-être connaître, je vais essayer de cliquer sur le lien. Voilà, c'est cette vidéo-là. Je pense que vous voyez toujours mon écran. Donc ça, c'est Stephen Downes, voilà, qui présente son travail, sa réflexion, son organisation. Ah, je n'aurais pas dû faire ça, il faut que je revienne là. Voilà. Donc je retrouve ce même schéma-là. Et il explique dans la petite vidéo que je vous ai montrée, qui est en lien sur le slide share, quelle est la différence de travail entre un groupe et un réseau.
Un groupe, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est quelque chose qui est unitaire. C'est une unité de temps, une unité de Dieu, une unité socio-économique. On a tous la même préoccupation qui est l'enseignement, la formation. C'est quelque chose qui est coordonné, hein, c'est ce qu'on vient de voir. Vous avez reçu une convocation, on est là, etc. C'est quelque chose qui est fermé. Vous êtes enfermé dans une salle, etc., etc. Et donc, ça, c'est la caractéristique du groupe. Si quelqu'un passe dans la rue, vous interrogez quelqu'un, je demande ce qui se passe dans le groupe, c'est très compliqué pour lui. Il n'a pas le même vocabulaire, il n'a pas de traces, etc., etc. Une réflexion pédagogique au passage, le groupe, c'est quand on demande, la preuve que c'est fermé, quand on demande à un enseignant, quand vous faites travailler vos étudiants en groupe, évaluer le travail de groupe, on voit le travail final, mais quelle est la participation de chacun, c'est souvent un processus interne au groupe. Et quand on est déjà à l'extérieur d'un petit groupe de 3-4 personnes, qu'est-ce qui s'est passé quand on n'a pas participé? C'est compliqué. Hein, rappelez-vous, je ne sais pas si vous avez déjà fait des évaluations de groupe, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident. Donc voilà. À l'inverse, le réseau est sur des dynamiques complètement opposées. On parlait d'un groupe, c'est unitaire. Vous voyez, en face, le réseau, c'est complètement diversifié. Moi, sur mes réseaux, mes différents réseaux, j'ai été aussi bien interpellé par des jeunes Népalais qui se trouvent dans une école et qui se font un exposé sur les tremblements de terre au Népal, que par des grands-mères en Australie qui posent des questions sur des cours, etc., etc. Donc, on est sur vraiment la diversité. C'est quelque chose aussi qui est compliqué pour les profs, qui est complètement autonome. Hein, à l'inverse du groupe où tout est coordonné, Jacques m'a donné la parole pendant une demi-heure, normalement. Là, c'est autonome. C'est-à-dire que si c'est enregistré dans un coin, la conférence, ça peut être repris sur YouTube, ça peut être remis sur SlideShare ou à droite à gauche. Il y a des gens qui vont pouvoir me poser des questions ou interagir sur Twitter par rapport au hashtag, par rapport à la conférence, dans 1 heure, dans 2 heures, dans 10 jours, ou même 4-5 ans après, ça m'est arrivé. Et donc, il y a le processus qui est complètement autonome, qui m'échappe, qui va vous échapper. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai, hein, quand tout est défini, quand tout est précis. Et là, on va dire, il y a un potentiel, il risque de se passer ceci, il risque d'y avoir ceci. Ça, c'est compliqué à gérer. C'est quelque chose qui est ouvert. C'est un processus ouvert. Alors ça aussi, c'est compliqué parce que nous, enseignants, on n'a pas l'habitude de cette ouverture. On aime bien les choses fermées. C'est mon cours, c'est moi qui l'ai fait, je ne le montre pas aux autres, etc., etc. Et là, on rentre dans ce qu'on fait, exposer son travail, il faut savoir faire participer. Et ça, c'est pas forcément dans la c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Être en place. Un plus gros frein à la pratique du réseau, c'est un peu cette ouverture-là. Les gens, qu'est-ce que je dois dire de moi? Qu'est-ce que je ne dois pas dire? Qu'est-ce que je dois montrer, pas montrer? Et souvent, on confond ouverture et exhibition. Moi, j'aime bien montrer mes travaux, mais ça sera difficile de trouver des choses d'exhibition personnelle là-dessus. J'aime bien avoir aussi cette démarche réflexive. Voilà, j'ai fait ça, je pense que c'est bien ou je pense que c'est pas bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Être ouvert à la critique. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. C'est pour être dans cette démarche-là, une démarche réseau, il y a vraiment une opposition par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Et c'est en ça que c'est un peu perturbant au démarrage, quand on veut se lancer dedans. Si je reviens sur mes 3 cercles, d'un point de vue pédagogique, comment on peut décrire ça? Le premier cercle, c'est la classe. Le deuxième, c'est la communauté de savoir. Et la troisième, c'est Internet. Alors, c'est quoi? Le premier cercle, c'est quand vous faites vos formations avec vos apprenants. Le deuxième cercle, c'est aujourd'hui. C'est une action comme aujourd'hui. C'est la communauté d'échange, de pratique, de savoir. Des fouadistes bourguignons. Le troisième siècle, c'est tout Internet. Et le troisième siècle, c'est là-dedans qu'on peut mettre des processus pour les MOOC. Hein, c'est ouvert, c'est divers. Je peux avoir aussi bien un public en formation initiale qu'un public en formation continue. On doit exposer des choses, on doit faire partager la communauté, participer à la communauté. Donc, on est vraiment sur des dynamiques complètement différentes. Et donc, dans des scénarios aussi, on peut avoir des scénarios pédagogiques complètement différents. Où c'est qu'on retrouve, pour construire son réseau de savoir, où c'est qu'on peut trouver des choses intéressantes par rapport à ça? Je vous inviterai à visiter
Est-ce que j'ai mis le lien? Je vous inviterai à visiter une communauté qui existe sur Facebook. Alors, la pédagogie en enseignement supérieur, où on partage entre universitaires francophones nos problèmes, nos envies, nos questions, sur Twitter, ou trouver des choses intéressantes. Comment ne pas suivre sa voix, changer de voix. Elle est belle, mon image. Hein. Ça veut dire changer de voix. Pas toujours. Dans l'innovation, il y a trop de population. Les mutants, c'est ceux qui mutent. Et les mutins, ceux qui sont jamais d'accord. C'était mieux avant, c'est pas besoin de changer. Donc, comment être un mutant? Alors, est-ce que c'est tout seul dans son coin? Est-ce que c'est travailler avec d'autres, etc., etc. Comment évoluer? Donc, il y a pas mal de pistes, il y a pas mal de communautés qui existent. Moi, j'aime bien animer des communautés d'apprentissage. Par exemple, autour des utilisateurs de la plateforme thématique, dans le domaine du sport, dans le domaine des réseaux sociaux, ou des utilisateurs à l'université. Donc, on a plusieurs types de communautés comme ça qu'on anime. Les gens se retrouvent entre eux, on partage. Et on a une vie sur les réseaux sociaux en dehors des moments présentiels qui sont aussi riches. Ces moments d'interaction sont aussi riches que les moments présentiels. Donc, mais malgré tout, on a besoin de se retrouver, de partager physiquement, etc., de se retrouver autour des bières le soir, discuter dans les barcamps. Donc, vous avez plusieurs types de réseaux qui existent comme ça, qui construisent un peu des réseaux de savoir, où on échange sur des pratiques, sur des contenus, sur des outils. Donc, je vous en ai donné deux là qui sont super intéressants dans le principe, dans les références de réfère. Alors, ça s'adresse plutôt à des écoles jusqu'au lycée. Réfère-e des expériences qui ont été faites. Le GARF, enfin, il y a plein de regroupements entre professionnels comme ça, où on peut échanger, on peut se connaître. Alors, Christophe, j'interviens une minute parce que la communication est de plus en plus délicate avec toi. Donc, merci en tout cas pour ton intervention. Voilà. Merci pour tout ce que tu nous as apporté, ton expertise, ta connaissance, aussi bien sur l'information, les données, les savoirs, les réseaux, les groupes. Oui, et puis en même temps, l'agitation. L'agitation, je veux dire, il y a quelque chose d'intéressant dans mutant, qui est parfois un peu bouleversant. Enfin, je crois qu'il y a quand même des questions fondamentales qui sont posées. On y reviendra sans doute, hein, mais c'est pas anodin quand même tout ça. De même que le commentaire sur la fonction des formateurs ou des profs, enfin ce savoir qui est maintenant accessible partout pour tous. Malgré tout, beaucoup de questions en suspens, quoi. Mais en tout cas, évidemment, comme d'habitude, une présentation extrêmement riche avec des tonnes d'informations et des tonnes de liens et des tonnes de pistes à suivre. Oui. C'est Christophe Battier. Me revoilà. Ah ben, il revient. Voilà. Ben, merci Christophe. Et puis bonne journée à j'ai pas InRobot. fini. Bon, écoute, j'avais encore 2-3 trucs à vous dire. Mais vas-y. Bah, recommence. Continue. Non, continue. D'accord. Donc, toujours dans cette démarche réseau, par exemple, je vais donner un exemple pratique qui me concerne moi. On est en train de réfléchir dans mon université, enfin dans plusieurs universités, à le numérique change nos pratiques, mais ça change aussi nos espaces pédagogiques, nos locaux, notre façon d'aménager les locaux. Donc, on voit tout un mouvement autour de ce qu'on appelle les learning labs. Comment je vais travailler en groupe, comment je vais instrumenter mes étudiants, comment je vais mettre en œuvre ma pédagogie par projet, problème, etc. Tout ce qui est autour de la créativité. Ouais, ça reste compliqué la communication, donc, Christophe. On voit apparaître tout un tas d'événements. Ah bon, non. Désolé.
J'ai pratiquement fini, donc je suis désolé si vous avez une question par tweet ou en live. Non, ben merci en tout cas. Et effectivement, ce que tu nous disais sur les Learning Labs, la souplesse de l'architecture pour faciliter l'apprentissage et l'organisation, la nouvelle organisation pour s'adapter à cette évolution de notre contexte technologique est intéressante. Bonne fin de journée à InnoRobot. Profites-en bien. Lionel. Oui, bonne fin de journée, InnoRobot. Oui. Et puis à bientôt peut-être. Hein donc on se retrouve maintenant entre nous, Dijonnais physiquement réunis. Est-ce que cette intervention, avec les limites technologiques de la communication qu'on a connues, vous a quand même fait jaillir en vous des réactions, des réflexions, vous pose des questions, vous interroge, vous enchante, vous déprime? Des réactions sur le fil Twitter, il y en a eu. Hein, il y en a eu, effectivement, sur certains mots, certaines expressions. Voilà, c'est le pari de l'intelligence, par exemple. Enfin, je reprends, ça n'a pas été formulé comme ça sur le fil Twitter, mais je le reprends parce que c'est aussi un petit peu un propos qui se tient quand on parle de la gestion des compétences ou la gestion par les compétences. C'est effectivement aussi le pari de l'intelligence. Mais encore mais après. Hein. Donc je crois qu'effectivement la question était évidemment judicieuse. Il fallait la poser, mais il y en a eu aussi d'autres, peut-être encore d'autres maintenant. Oui. Jean. Alors Jean van der Spelden, Jean VDS sur Twitter. Oui, donc ce que Christophe nous dit, c'est que ça va de plus en plus vite, hein, et que la donne s'impose à tous. Elle s'impose d'abord à nous en tant qu'acteurs du savoir, mais elle s'impose aussi auprès des apprenants, et que donc du coup la communauté FOAD et Bourgogne est bien là pour réfléchir ensemble sur comment on va s'adapter à cette nouvelle donne pour que les apprenants y trouvent leur compte. Moi j'aime beaucoup les propos de Christophe parce qu'il donne des chiffres, il donne des actes et il projette ces données sur des organisations nouvelles. Il faut qu'on innove, il faut qu'on construise ensemble. Et effectivement, cette approche communautaire me semble la seule réponse possible par rapport à cette complexité qui est devant nous, autour de nous. Merci Jean. Est-ce qu'il y a une autre réflexion, réaction? Oui. Colette, membre actif de la communauté FOAD de Bourgogne. Oui, je voulais dire que j'étais tout à fait d'accord avec Christophe, avec cette évolution rapide des informations et des savoirs qu'on peut trouver partout. Mais je pense qu'il est de notre rôle, et il faut vraiment insister là-dessus, c'est vraiment notre rôle d'aider les apprenants à savoir les mettre en œuvre. Parce qu'ils se perdent un petit peu partout, et c'est vraiment notre rôle de les aider à les mettre en œuvre. C'était ma réflexion. Oui, une autre réaction. Oui, je vais prendre le relais. Moi, j'ai une autre question parce que finalement, il y a des choses très, très intéressantes sur l'ouverture, sur la diversité, sur les savoirs qui vont très vite, les connaissances qui se produisent et qui se transmettent. Après, la question, c'est dans les objectifs pédagogiques des formations, quand on dispense, par exemple, comme à l'IRTES, des formations en travail social, on a des référentiels professionnels clairement identifiés, avec des modes de certification clairement identifiés. C'est-à-dire qu'on a un système aujourd'hui réglementaire dans les dispositifs de formation et des attendus, et on travaille aussi sur des certificats de qualification avec des branches où les attendus sont extrêmement précis, donc on est obligé de mettre en place des dispositifs de formation extrêmement précis, et là je me dis, il y a un sacré boulot à pouvoir tisser, mailler, un champ finalement où la dimension, je dirais, d'expérimentation de l'apprenant va être extrêmement forte, puisqu'on voit bien qu'il est quand même très autonome, même s'il peut être guidé, et même s'il doit être guidé.
La question, c'est guider comment, guider sur quoi, et l'articulation entre cette diversité des savoirs et des connaissances disponibles et les objectifs qui sont assignés à tel ou tel apprenant pour se présenter à tel ou tel diplôme. Donc là, il y a une vraie question, et vraisemblablement, en tout cas pour nous qui sommes, enfin pour moi qui suis néophyte sur la question, de connexion entre ces deux mondes-là, qui les uns sont extrêmement régulés et formatés, et l'autre, on voit bien, est complètement ouvert. Donc là, c'est deux mondes sur lesquels il y a du boulot, à mon avis, pour que les deux schémas arrivent à se recouper, quoi. Oui, c'est une vraie question, effectivement. Et c'est peut-être tout le défi de la pédagogie, de se dire comment faire évoluer les méthodes en gardant les mêmes contenus, mais les méthodes permettront de faire évoluer des pratiques, des compétences qu'on appelle transversales, générales, d'information, d'esprit critique, qui permettront à chacun de se positionner et d'être connecté ou en phase avec les évolutions actuelles. Mais c'est un défi. Ouais, je crois qu'on peut effectivement aussi ajouter le fait que l'intention pédagogique est une variable extrêmement importante, parce que dans ce que dit Claude, il y a l'idée que dans certains dispositifs, il y a des finalités à atteindre, des objectifs à atteindre qui sont très précis. Donc il y a cette question de cette ouverture et cet accès massif à des savoirs extrêmement ouverts, diversifiés, etc., ne peuvent pas être utilisés en tant que tels, enfin je dirais d'une manière brute, dans un dispositif de formation avec des objectifs bien précis. Donc c'est là où probablement la dimension pédagogique, la dimension de la scénarisation, la dimension de la mise en musique, je dirais en quelque sorte, des savoirs pertinents, ou en tout cas considérés comme tels, ou en tout cas des compétences vers lesquelles il faut aller, devient un enjeu essentiel. Et là, il y a quelque chose à construire qui n'est pas anodin. Enfin, il y a une vraie réflexion. Ce qui, évidemment, me permet à nouveau de dire que d'où l'intérêt de la communauté. Jacques Planchon, je ne sais pas, c'est Jacques ou Michel qui voulait... C'est Michel, donc Michel Faux. Peu importe. Une réflexion comme ça, oui, il y a une forme d'étourdissement dans la description qui a été faite de cette espèce de déversement d'informations. Moi, ça m'amène à une réflexion que je partage là, qui est une réflexion personnelle. Elle est entre autres alimentée par des écrits récents là, de Yves Citon sur l'écologie de l'attention. C'est que voilà, une journée ne continue à faire que 24 heures, une année 365 jours. Donc le déversement comme ça d'informations pose la question du temps que l'individu peut consacrer à l'accès à cette information et dans l'équilibre qu'on peut espérer entre justement l'accès à l'information et en même temps une réflexion derrière sur cette information, l'utilité de cette information et en quoi elle va me servir par rapport à une réflexion personnelle ou à des orientations professionnelles, des situations professionnelles ou sociales ou personnelles. Donc il y a cet équilibre-là, la question de l'équilibre entre la surcharge et la surchauffe, pour ne pas dire la surchauffe de l'information et la capacité qu'a l'individu à s'en saisir. La deuxième réflexion, elle tourne autour de... information, connaissance. Moi, j'ai des doutes par rapport à ça. Une information, pour qu'elle accède au statut de connaissance, il faut qu'elle prenne sa place, qu'elle soit structurée, organisée. Je pense que d'ailleurs, la pédagogie et le rôle du formateur, c'est entre autres de structurer et de permettre à l'individu de se repérer dans les savoirs. Donc information, savoir, bon, faut peut-être réfléchir là-dessus. Après, le dernier élément de réflexion là, qui me vient, c'est, bon, là aussi elle est inspirée, moi je cite mes sources, c'est entre autres les réflexions de Pierre Pastré sur qu'est-ce qui fait formation. Bon, le fait qu'il y a une recherche d'équilibre entre apprentissage et développement et que la définition même d'une situation de formation, c'est de travailler à la fois sur les apprentissages et sur le développement de l'individu, moi m'amène toujours à questionner les dispositifs qui sont proposés. Et là, je formule quand même une forme de critique par rapport à ce qui a été présenté. Alors non pas par rapport à la manière dont ça a été présenté, là je salue quand même l'intervention de Christophe Battier et les conditions dans lesquelles il a pu maintenir quand même son intervention. Non, ce que je voulais dire, c'est que dans un système universitaire,
Bon, il faut questionner tout ça, hein, mais le seul indicateur, l'indicateur qui a été proposé en termes d'augmentation du temps de connexion et du nombre de connexions dans un système qui reste quand même marqué par un modèle pédagogique qui est le cours magistral, hein, avec a priori des étudiants qui ont une certaine autonomie, hein, par rapport à leur apprentissage. Bon, voilà. Est-ce que c'est le seul indicateur aujourd'hui qu'on peut utiliser pour mesurer l'efficacité de la mise à disposition de ressources via des plateformes pour les apprentissages et les curriculums qui sont proposés aux étudiants? Voilà, il va falloir en trouver d'autres, hein, parce que si c'est uniquement le temps de connexion ou le nombre de connexions, j'ai peur que ça soit un peu juste, quoi. Voilà. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec toi, Michel. Non, pas du tout. Non, mais et je pense qu'il y a une vraie question à se poser, c'est qu'il y a beaucoup de réflexions sur l'usage du numérique dans le monde universitaire et que le monde de la formation professionnelle est quand même quelque chose de différent et qu'on ne pourra pas tout transposer du monde universitaire au monde de la formation professionnelle. Que les finalités ne sont pas les mêmes, les modalités ne sont pas les mêmes et les outils ne sont pas les mêmes non plus. Enfin, presque, mais leur usage en tout cas n'est pas le même. Voilà, donc on se rejoint quand même. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, réflexions? Non? Juste une formule qui est toujours, comme toutes les formules, un peu toute faite, mais c'est moi qui me faisait écho par rapport à ce qui était dit, c'est le trop peut être l'ennemi du bien, quoi. Effectivement, c'est quand même un peu la question qui est posée aujourd'hui par cet afflux d'informations. Et cette multitude de sources potentielles dont par ailleurs il faut quand même avoir conscience qu'il faut vérifier quand même, hein, voilà, de la prudence quand même, et donc qui dit prudence me permet de dire accompagnement. Enfin, je veux dire, voilà, accompagnement, tutorat, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la dimension humaine qui reste toujours présente, essentielle. Oui, c'est essentiel. Et après, par rapport au flot d'informations et à l'évolution, ce que disait Christophe un peu, c'est qu'effectivement, il y a quand même une révolution dans les modes d'accès à l'information. Et quand vous regardez les gens dans les transports en commun, il y en a plus de la moitié qui ont leur téléphone à la main, moi le premier, hein, et qui regardent. Alors après, je ne juge pas de la qualité des informations qu'ils regardent, hein, parce que c'est très flou, mais ça fait partie des données en tout cas, des données disponibles. Et après, effectivement, tout l'art de la chose, ça va être d'aller trouver les données qui sont effectivement intéressantes, riches, et qui vont me permettre d'avancer, de me former, d'apprendre. Et donc, à nous, organismes de formation, de proposer ces données, par exemple, adaptables à ce contexte. Par exemple. Petite parenthèse, j'en profite, Fadila est présente, représente effectivement une unité territoriale d'importance, en évolution certes, mais c'est aussi la dimension, il me semble aussi qu'il ne faut pas y oublier la dimension aménagement du territoire, accessibilité des données, enfin bon, je pense que c'est une question qui est au travail, hein, de toute façon, au niveau de la région, mais c'est quand même assez important, n'oublions pas les ruraux, hein, j'en fais partie, donc n'oublions pas les ruraux. Ça passe, mais ça passe pas toujours tout à fait au top pour un certain nombre de choses. Alors s'il s'agit d'informations, on va dire, banales, c'est pas forcément essentiel, mais dès qu'on va toucher au domaine de l'information, la mise en ligne, etc., ça peut devenir un enjeu important. Oui. Et à ce sujet, il y a Denis Christol qui a écrit un article de blog il n'y a pas longtemps où il disait on avait des catalogues de formation et maintenant on va avoir des catalogues de lieux d'apprentissage. Et qu'effectivement, il y a une territorialisation de la formation où l'objectif, c'est effectivement de savoir où est-ce que je vais apprendre, où est-ce que je vais rencontrer des gens qui vont m'aider à apprendre. Ça peut être des Fab Labs, ça peut être des espaces numériques, des EPN, ça peut être... après, tout est possible, tout est envisageable. Ça peut être lié à la maison de l'emploi et de la formation, ça peut être lié au Greta ou à n'importe quel réseau, au CFPPA, etc. Mais quels sont les lieux où on peut m'accueillir pour que je puisse apprendre? Et ça, c'est une vraie question. Le micro. Je me permets également de rajouter, bien sûr, ce qui est vrai aujourd'hui pour la région Bourgogne le sera encore plus demain pour la grande région Bourgogne-Franche-Comté, puisque les problématiques, on les connaît, et donc effectivement, c'est notamment aussi l'accès au Wi-Fi, et tout cela s'inscrit dans une politique d'aménagement du territoire. On est bien d'accord.
Je voulais simplement faire une petite remarque par rapport à l'évolution des choses. Moi, par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure aussi Christophe, donc je me souviens aussi tout au début des discussions, notamment émanant d'enseignants, de formateurs qui étaient inquiets par rapport effectivement à la transmission de savoir via la formation ouverte à distance et par rapport au présentiel, et il fallait effectivement un équilibre. Et donc, on sentait quand même une très forte inquiétude, voire aussi une réticence. Or, aujourd'hui, on note par rapport à ce qu'a dit Christophe qu'il y a des données qui sont très très nombreuses aujourd'hui, qui sont mises en ligne justement par les enseignants. Mais comme il l'a dit, et là avec une pointe d'humour, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rôle aussi des formateurs et des enseignants, c'est de faire en sorte de faire le tri, de permettre aux étudiants de faire le tri par rapport à toutes les données aujourd'hui accessibles. Et donc là aussi, j'allais dire, le formateur, l'enseignant, il a un rôle aussi déterminant qu'auparavant. Donc là aussi, ça permet aussi de rassurer les choses et puis de relativiser. Voilà, donc en tout cas, les choses évoluent dans le bon sens. Merci. Si vous avez d'autres remarques, n'hésitez pas. Hein. Le micro est là pour ça. Sinon, on peut faire un point un peu historique sur la communauté. Oui. Lionel. Oui, absolument. Moi, j'y attendais pas. Hein. Quand même un petit peu. Il y a comme un fil, il y a un fil rouge. Communauté qui est, alors, par contre, sous contrôle. Hein. Naissance 2008. Ouais, un peu avant, je crois. Un peu avant. Enfin, l'idée 2005-2006, on m'a dit à peu près, et la signature de la charte officielle en 2011. 2011. Ah oui, ce qui fait que voilà, je fais partie d'une organisation qui est présente depuis quasiment le début. Hein. 2011, l'IRTES est... Voilà. Oui, donc création de cette communauté, mais au-delà de cette création, surtout création, ouverture de groupes, là pour le coup, de groupes de réflexion et de travail, avec des objectifs de production, donc de produire. Donc un certain nombre de groupes, hein, on peut citer effectivement ce qui a déjà été évoqué, c'est-à-dire l'impact de la FOAD sur les organismes de formation et les formateurs. Initialement, d'ailleurs, l'intitulé était plus restrictif. Je crois que ça avait été envisagé dans un premier temps sur les impacts sur les formateurs. Puis très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait aller au-delà, que ça avait, on va dire, une dimension systémique. Voilà. Un autre groupe qui a effectivement aussi travaillé sur la mutualisation des ressources. Enfin, celui-là est peut-être un peu plus récent, mais qui est aussi dans la perspective de mettre en commun, de partager, de mutualiser, et dans une logique qui est, ensemble, on est probablement plus, si ce n'est plus fort, en tout cas peut-être plus intelligent, enfin voilà, plus aguerri. Alors, je vais revenir sur l'initiation de la communauté, et je crois que c'est une idée de la région, et que ça c'était important que l'institution s'implique là-dedans, dans cette communauté, pour lui apporter un crédit, une légitimité. Et que ça permet d'arriver à la situation à laquelle on est aujourd'hui, où on a une dynamique qui s'est instaurée, une ouverture, et que petit à petit, on est un groupe qui s'insère dans un réseau, pour reprendre les termes de Christophe. Oui, mais c'est important de le rappeler, effectivement, parce que le portage, ou du moins l'accompagnement par une organisation qui a vocation à faire de la politique, c'est quand même quelque chose qui est indiscutablement un signe. Voilà, c'est un signe et c'est important. Donc après, très concrètement, évidemment, il faut qu'on bosse. Hein. Donc c'est pour ça que j'évoquais ces différentes commissions, sans nécessairement avoir à développer, parce que ce n'est pas l'objectif de développer précisément, mais pour dire quand même qu'on a quelques productions. En particulier, ça a été évoqué aussi, cette carte mentale sur cette fameuse question des impacts de la FOAD sur les organismes de formation et les formateurs, qui est un travail qui n'est pas achevé, qui est l'essentiel, c'est effectivement aussi de dire, voilà, nous sommes dans une réflexion, nous sommes en capacité de produire un certain nombre de choses, de raisonnement, enfin voilà, et puis en même temps de dire, mais c'est pas restrictif, hein, c'est encore possiblement évolutif, ça peut être débattu, etc. Donc c'est aussi l'esprit, je crois, de cette communauté et de cette façon de travailler. Oui.
avec 2 remarques là encore. D'abord, c'est la logique d'apprendre en faisant. C'est-à-dire, si on veut apprendre et évoluer, il va falloir qu'on s'y mette et qu'on se retrousse les manches. D'abord parce qu'il fait chaud, mais aussi parce qu'il faut travailler et y aller franchement. Et c'est pour ça qu'on s'est dit on va essayer de construire quelque chose de façon collective. Ça a été la carte mentale sur l'impact de la FOAD. Et puis après se dire, ben voilà, une stratégie de petits pas en se disant on va y aller petit à petit. On n'est pas obligé de faire quelque chose de phénoménal tout de suite, mais on commence par construire quelque chose, poser une pierre et puis on va avancer comme ça petit à petit dans notre démarche. Voilà, c'est de l'apprentissage expérientiel. Donc du coup, Pierre Pastré, c'était une très très bonne référence. Hein. On est dans le champ de la didactique professionnelle. Finalement, on ne s'éloigne pas des concepts. Hein. La FOAD, on va dire l'instrumentalisation, les outils technologiques, c'est un plus. C'est pas en soi une nouveauté. Enfin, c'est pas une nouvelle génération. C'est plutôt, en tout cas, la question peut être posée comme ça. C'est en quoi les outils technologiques peuvent être mis au service de la formation professionnelle, de la didactique professionnelle, enfin, etc., etc. On évoque aussi peut-être les barcamps. Oui. Comme modalité de fonctionnement. Voilà, donc. Alors c'est pas parce que y a bar dans le mot. Hein. Vous allez dire que je suis un peu obsédé, mais quand même il fait chaud. Hein. Mais dans la logique barcamp, la convivialité est quand même un élément incontournable, convivial et à ce titre-là précieux. Donc les barcamps, c'est des rencontres qu'on a organisées. On en a organisé 3 déjà au niveau de la communauté. Le premier a été brillamment animé par Jean van der Spelden et les 2 autres par Jacques Planchon de la Maison de l'Emploi et de la Formation de l'Asnières. Et Laure Athias, l'incontournable pivot de la communauté. Et donc l'idée des barcamps, c'est de se dire, on se réunit, on n'a pas de conférencier, on n'a pas de sujet a priori, on a une thématique générale. Et chacun vient avec son idée, soit un sujet qui se dit, tiens, en lien avec la thématique, moi, ce qui me semble intéressant d'aborder, c'est ce sujet-là, ce sujet-là. J'y connais pas grand-chose, donc si quelqu'un pouvait m'apprendre, je suis preneur. Ou je connais quelque chose et je suis prêt à partager ce que je sais. Et puis, on s'organise comme ça, le matin, après un café, le côté bar, on définit toutes les thématiques. Voilà les sujets prévus. On se donne une demi-heure, 3/4 d'heure, on échange. On se répartit en groupes, et puis on revient, on recommence une série de thématiques, on repart en groupe pour travailler ensemble, échanger, partager sur des ressources, sur des activités, des outils, des modes d'organisation. Et puis au bout de 3/4 d'heure, on fait à peu près on a fait un premier tour du sujet. Alors c'est les néophytes, sans jugement de valeur, sont frustrés à la fin de 3/4 d'heure parce qu'ils se disent on commençait à rentrer dans les choses intéressantes. C'est vrai que c'est très court, mais ça permet de baliser un peu un territoire et de se dire tiens, voilà, il y a telle et telle piste qui semble intéressante à creuser et qui vont me permettre d'avancer. C'est plus un catalogue pour faire le point sur un sujet, plus que pour approfondir un point en général. Ok. Peut-être qu'on évoque rapidement la typologie de Luc Leguet dans la pochette. Ah oui. Donc dans votre pochette, vous avez repris un article de blog de Luc Leguet, qui est un consultant en formation parisien, et sur l'animation et la création d'une communauté en ligne. Donc on trouvait intéressant de vous partager ça, puisque la communauté FOAD de Bourgogne est une communauté, elle a commencé par une communauté avec des rencontres physiques, et que petit à petit, on est en train d'évoluer vers de plus en plus une communauté en ligne. Dans nos rencontres, il nous est arrivé d'utiliser à Pierrine le même outil que ce qui a été utilisé pour la conférence avec Christophe Battier, parce que quelqu'un ne pouvait pas se déplacer. On utilise une page Facebook. Là, la rencontre, il y a des visioconférences qui sont instaurées. Donc petit à petit, on est en train de se rendre compte que notre communauté est en train de s'étendre en partant des rencontres physiques vers des échanges informels, ou plus ou moins formels en ligne.
Donc, si cette thématique de communauté vous concerne, vous intéresse, on s'est dit autant vous partager quelques pistes pour la création et l'animation d'une communauté, parce que c'est plus facile de s'appuyer sur des gens qui ont déjà réfléchi, qui ont déjà des expériences et qui partagent leur expérience, que de partir de rien et de ne pas savoir trop comment s'y prendre.